Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. La polémique enfle depuis quelques jours autour du barrage hydroélectrique de Nangbeto par rapport aux affres des changements climatiques au Bénin et au Togo. Alors, cette infrastructure serait-elle la cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale des deux pays cités? Nous aurons la réponse dans ce journal. Nous parlerons ensuite éducation avec le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui offre des bourses d'études à ses apprenants qui ont obtenu le bac cette année. Deux universités privées ont été choisies pour accueillir ces nouveaux bacheliers. Il s'agit surtout de l'ESM Bénin et l'Institut supérieur Leko Sonou, une tradition vieille de plusieurs années déjà et à laquelle le promoteur de l'école, Omer Atandéjan, a encore sacrifié cette année. Et puis en fin de journal, nous parlerons agriculture avec une séance d'échange entre promoteurs des fermes de production de fourrage à but commercial. Tout s'est déroulé à Dassazoumen dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Une occasion saisie par les participants pour s'informer sur les diverses actions prévues, mais surtout leur rôle et contribution pour la réussite du dit projet. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Nous allons commencer cette édition par cette polémique qui enfle autour du barrage hydroélectrique de Nangbeto. Des images diffusées sur les réseaux sociaux cette semaine font de cette infrastructure commune au Bénin et au Togo la principale cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale des deux pays. Des éléments d'appréciation, c'est dans ce reportage signé Dédi Goudaro. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémiques au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve. Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive, qui fait tourner les turbines. Nangbeto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangbeto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là. Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la SEB est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour deux objectifs. Un, protéger le barrage, parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage, compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement,
si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nangbeto produit 60 MW pour les deux États. Voilà des éléments de réponse donc par rapport à cette polémique qui enfle depuis peu. Du sud du Bénin, rendons-nous au nord pour évoquer cette descente du ministre des Infrastructures et des Transports sur l'axe Ndali et Niki suite à l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement sur ce tronçon reliant ces deux communes. Et bien, Hervé Khoumen est allé constater de lui-même l'étendue des dégâts et derrière, l'autorité a fait des annonces, notamment la reconstruction complète non seulement de la route Ndali-Niki, mais aussi de plusieurs autres tronçons dans la région. Voici le compte rendu de Jacques Degbe et Socrate Adantoté. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndali-Niki complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine, mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons, dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalale. Il y a Kota-Kwande que nous allons commencer. Là également, la contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota-Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris, que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est insatisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain. À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki, une visite au cours de laquelle Hervé Khoumen a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabinaï III. Et voilà, sur tout un autre plan, la liste électorale informatisée provisoire est déjà disponible. Le document conçu pour les législatives du 8 janvier 2023 est affiché. On y voit surtout plus de 6 millions de potentiels électeurs. L'exercice d'affichage a été officiellement fait par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. C'était à la faveur d'un point de presse animé jeudi dernier à Cotonou. Reportage à Limouni. Comme annoncé, la liste électorale informatisée provisoire LEIP est publiée ce 8 septembre 2022. Pour une étape aussi importante dans le processus de l'organisation des législatives de 2023, l'Agence nationale d'identification des personnes fait du sans faute. Conformément aux dispositions du Code électoral, à cette date,
l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 personnes ayant l'âge de voter. La publication de la LEIP s'étend sur 15 jours, donc jusqu'au 22 septembre, comme prévoit les textes. Elle est affichée dans les centres de vote sur l'étendue du territoire national. Mais pour rendre plus facile l'accès à la population, l'ANIP a pris d'autres dispositions pratiques adaptées au numérique. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Le mécanisme mis en place dans le cadre de l'élaboration de la liste informatisée ne laisse de place à aucune fraude. Toutefois, le gestionnaire mandataire insiste sur l'aspect inclusif priorisé dans le processus. Notre objectif au niveau de l'ANIP est que nous ayons l'exhaustivité de notre population au niveau du registre national des personnes physiques. L'ANIP reste ouverte pour ceux qui, jusque-là, n'ont jamais fait le RAVIP et qui doivent pouvoir le faire pour faire valoir leurs droits électoraux. Si l'Agence nationale d'identification des personnes s'active en respect aux dispositions en vigueur, il n'en demeure pas moins que des commentaires indiscrets circulent comme à l'approche de toute élection. Et à ce sujet, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses explicites. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports des gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration et l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République. À partir de la publication de la LEIP, l'ANIP a déployé des agents au niveau des arrondissements, assister la population pour leurs besoins de transfert et autres réclamations. Voilà, allez donc consulter la liste pour d'éventuelles réclamations. Éducation à présent, avec le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui offre des bourses d'études à ses apprenants ayant obtenu le baccalauréat. Cette année, pour le faire, 2 universités privées ont été choisies pour accueillir les nouveaux bacheliers. Il s'agit de l'USM Bénin et l'Institut supérieur Les Cours-Sonou. La cérémonie de remise des bourses aux bénéficiaires s'est déroulée hier vendredi à Cotonou. Idrissou Boukari. À chacun sa bourse d'études pour bien démarrer le cursus universitaire. Au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, tous les nouveaux bacheliers, toutes mentions confondues, ont droit à cet accompagnement du promoteur de l'établissement pour la suite de leurs études. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Adonledjon. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances. Alors, je dirais que Clé de la Réussite a été toujours une école prestigieuse, une école qui fait chaque année la preuve de l'excellence. Alors, je vais demander à tous les parents, à tous nos camarades encore élèves qui désirent encore continuer les cours, de ne pas
se donner des doutes, de choisir clé de la réussite, c'est choisir le chemin de l'excellence. L'octroi de ces bourses est le fruit de la conjugaison d'efforts entre le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite et ses universités partenaires que sont l'École supérieure de management Bénin et l'Institut supérieur des cours Sonou. Un partenariat voulu et obtenu par le professeur Omer Dandedjan, dont la détermination et l'engagement pour la culture de l'excellence sont salués ici. Monsieur Omer Dandedjan, merci d'avoir fait de moi, il y a 20 ans, un étudiant. Le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite veut aller encore plus loin. Le professeur Omer Dandedjan et son équipe sont en train de scruter les grandes écoles au-delà des frontières béninoises. Comme les années précédentes, 2022 a été fructueuse pour l'école avec de meilleurs résultats des examens de fin d'année scolaire. Au complexe clé de la réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude et 3 de nos élèves se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Ménontin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe clé de la réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. En marge des 7 mentions très bien, nous avons eu 15 mentions bien et 55 mentions assez bien, soit 77 mentions sur les 340 admis au bac 2022. Cette cérémonie de remise de bourse a été précédée d'une Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur chacun de ses élèves et qui a surtout permis au complexe scolaire universitaire clé de la réussite d'enrichir son palmarès de meilleurs scores. Voilà la bénédiction divine implorée donc sur cet établissement. Les responsables de l'Institut national de la femme en tournée nationale, et c'est un prélude à l'installation des points focaux de l'Institut. Et après Alada, la délégation conduite par Huguette Bopé-Nyakadia était à la préfecture d'Abomey. La concertation départementale a réuni ici plusieurs acteurs avec la présence du préfet du département. Les détails, c'est avec Imet Selena Moussou et Georges Vaudon. Les échanges se tiennent en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme, INF. Les invités sont des leaders religieux et autres acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles revêtent aujourd'hui plusieurs formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, financières ou patrimoniales. Face au fléau qui prend de l'ampleur et soucieux du bien-être de la femme, le chef de l'État a créé l'Institut national de la femme en lieu et place de l'Institut national pour la promotion de la femme. Dans sa nouvelle configuration, cet institut est une émanation de cette volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et s'entend d'un instrument de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des filles. Il est doté de la personnalité juridique et est engagé dans la prévention au moyen de la vulgarisation des lois et des procédures, de la sensibilisation et de l'information, du dialogue social communautaire et de l'aide juridique et judiciaire pour la prise en charge des VBG. Il entend aussi œuvrer à la promotion du leadership. Cadre de concertation de toutes les organisations de la société civile intervenant dans la promotion et la protection des droits de la femme, l'Institut a plusieurs attributions. En vue d'assurer convenablement les missions qui lui sont assignées, l'équipe dirigeante a entrepris depuis quelque temps une tournée de prise de contact dans les régions afin de baliser le terrain. À Abomey, après l'étape d'Alada, la délégation s'est attelée à expliquer le bien fondé de ces actions ainsi que les résultats escomptés. L'idée est de pouvoir rallier un grand nombre à la cause pour l'atteinte des objectifs. Après vous avoir informé de ce que nous voulons faire, nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de recueillir vos observations, vos conseils, vos recommandations pour que, à la fin, l'Institut national de la femme puisse aussi être compté parmi les contributeurs
du grand développement. L'atelier qui nous réunit ce jour entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme au plan national en vue de l'installation dans les mois à venir de ces relais dans les départements du Bénin et de la recherche d'une synergie d'action dans la mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pour les uns et les autres, la démarche est salutaire et mérite d'être accompagnée. L'une des actions phares de l'INF est de soutenir les victimes de façon optimale et notamment porter assistance aux victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit. Les prestations sont entièrement à la charge de l'Institut. Des images à présent avec la ville de Cotonou et celle de Ningbo en Chine qui sont en fait, il y a 10 ans, ces deux villes se sont mises ensemble pour des relations de jumelage. Et l'événement a été célébré hier vendredi 9 septembre 2022. Une célébration qui a été couplée avec l'inauguration de la 12e édition de la foire des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Des certificats de fin de formation remis à ceux qui ont été choisis par le gouvernement pour la formation des ressources en ressources humaines dans le domaine du numérique. Une formation qui vise surtout à faire des étudiants, des professionnels dans le domaine du numérique. La cérémonie de remise de certificats, elle, s'est déroulée jeudi dernier à Cotonou sous les yeux d'Assio Mokanya Siongon et Elvis Torocoin. Donc voici le compte rendu. Ils sont 50 récipiendaires à obtenir leur certificat au terme d'une formation de 6 mois. Sélectionnés sur l'ensemble du territoire pour le programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique, cette première cohorte a bénéficié de bourses complètes d'études pour suivre la formation. Une formation qui a été pratique et qui vise à faire des bénéficiaires des professionnels prêts à être employés. C'est le moment de remercier toutes les parties prenantes, les partenaires et notamment le prestataire Epitech Bénin qui, pour la qualité et la démarche pédagogique utilisée, a privilégié la pratique pour produire des professionnels prêts à l'emploi. C'est une reconversion pour la cinquantaine de lauréats ainsi déversés sur le marché de l'emploi. La ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, leur demande de faire en sorte que la confiance autour du programme reste, demeure et grandisse. Occasion pour elle de leur adresser ces exhortations. Chers récipiendaires, bravo pour les efforts que vous avez faits jusqu'ici, que vous avez fournis. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans votre carrière. Ce que vous avez obtenu est un premier pas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Notre secteur est un secteur qui mérite qu'on en fasse partie parce qu'il va vous épanouir et ça n'a pas de prix. La porte-parole des récipiendaires salue l'initiative qui leur a permis de bénéficier de la formation. Un spécial merci à la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, à la coordonnatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Madame Jessica Gaba, pour avoir accepté, porté et veiller à la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale qui vise à promouvoir le développement de compétences numériques tel un véritable vivier d'emploi, de répondre efficacement aux problèmes de chômage des jeunes. Ce sont là des ressources humaines prêtes à être consommées. La ministre ajoutera que les entreprises n'auront plus besoin de beaucoup de temps pour bénéficier de leurs compétences. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, lui, a organisé hier vendredi une conférence sur la sûreté et la sécurité des musées du Bénin. C'est dans le cadre du cycle de formation des ressources humaines au profit de la gestion et la sécurisation des biens culturels. Et plusieurs acteurs sont pris en compte par ce programme.
de renforcement de capacités. Compte rendu, Clément Tchadi et Elvis Tonoukwai. Des jeunes et plusieurs autres acteurs formés sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels du Bénin. Un projet né de la coopération entre le gouvernement béninois et la France pour promouvoir les arts et surtout assurer leur gestion à travers des compétences qualifiées. Après le lancement du cycle de formation, cette conférence marque l'étape de Cotonou et le début de la phase opérationnelle de ce projet du gouvernement qui entend faire une bonne gestion des atouts touristiques et culturels. Dans le vent qui souffle sur notre pays, de grands équipements sont en train d'être érigés, réhabilités, réaménagés. Il est donc de bonne loi que nous ayons les ressources nécessaires pour les gérer comme il se doit. Ce cycle de formation vient en appui pour vous aider à mettre tout ça en place. Et donc l'ambassade de France vient en appui sur la base de ce programme de différentes manières avec ce type de formation. La formation regroupe une diversité d'acteurs pour la recherche des moyens de lutte contre le trafic, les types de biens culturels qui peuvent faire objet de trafic, l'analyse des risques d'incendie et la qualité des installations des infrastructures. Une panoplie de thématiques sur lesquelles les participants sont entretenus. Il ne s'agit pas seulement de faire des infrastructures, il s'agit également d'avoir les ressources humaines capables d'assurer la marche de ces équipements culturels. La conférence du jour est un des jalons clés importants de toutes les actions que le gouvernement, à travers la coopération qui prend plusieurs formes avec la France, de toutes ces actions qui sont en œuvre pour réussir le pari et répondre aux enjeux de sécurité et de sûreté dont le gouvernement a pris la mesure très tôt. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Un cycle de formation et de conférences qui se poursuit avec d'autres étapes à venir. Avec cette diversité d'acteurs formés, le gouvernement garantit ainsi la sécurité des biens culturels du Bénin. Cette cohorte rassemble les archéologues, des juristes, des experts de l'ANPT, les forces de l'ordre et de sécurité, les soldats du feu, afin de riposter contre toute forme de destruction et de trafic de biens culturels dans les musées du pays. Voilà, avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons de cet atelier d'échange entre promoteurs de fermes de production de forage à but commercial. Tout s'est déroulé à Dassazoumé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, une occasion saisie par les participants pour s'informer sur les diverses actions prévues, mais surtout leur rôle et contribution pour la réussite du dit projet. Précision, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. La séance est une initiative de l'équipe de coordination du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procès. C'est la première rencontre d'information organisée exclusivement à l'endroit des promoteurs de fermes de production de fourrage à but commercial. Chers propriétaires de fermes d'élevage identifiés comme promoteurs de fourrage à but commercial. Cette vision à votre endroit est soutenue par la nécessité de montrer que les fermes que vous dirigez peuvent diversifier leurs sources de revenus, créer une autre chaîne de valeur porteuse et permettre plus tard à des jeunes entrepreneurs de s'investir dans cette activité dont les produits sont demandeurs. À la suite de ce que la coordinatrice a dit, je voudrais inviter ces promoteurs à aider nos éleveurs qui veulent se lancer dans cette activité-là. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui nous appellent, qui nous interpellent. Où est-ce qu'on va trouver des semences? Comment ça se fait? Vous êtes les personnes ressources, vous avez l'expertise. Et autant opportun, nous pourrons envoyer nos éleveurs vers vous pour que vous puissiez leur apprendre la technique, pour que vous puissiez leur dire voilà comment ça se fait et comment vous faites pour nourrir vos animaux que vous avez. Acteur important dans le dispositif de mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'élevage prôné par le projet, les participants seront aussi à l'occasion informés des différents tests pris pour cadrer la transhumance au Bénin. S'il est vrai que produire du fourrage est impensable pour la plupart des agro-éleveurs avec les nouvelles normes requises pour l'élevage des ruminants, nombreux sont ceux qui devront désormais investir dans l'alimentation de leurs animaux. Et c'est là que vous interviendrez, car le projet
ne prend en compte qu'une petite portion d'éleveurs. Les autres éleveurs, les marchés à bétail, les éleveurs des pays du Sahel pourront s'approvisionner auprès de vous. Et je vous assure que la demande est présente et sera de plus en plus forte vu le taux de dégradation des pâturages naturels dû au surpâturage et au changement climatique. Cet atelier nous permettra d'avoir la même compréhension en ce qui concerne les grandes activités du procès à l'endroit des bénéficiaires. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement aux côtés du gouvernement dans sa quête des meilleures conditions d'exercice de l'activité d'élevage et d'accompagnement des éleveurs à revoir leur système de production, que dit leur système d'élevage. Pour rappel, le procès a été initié par le gouvernement béninois avec l'appui de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il contribuera à une transformation progressive mais profonde du mode de conduite actuel de l'élevage des ruminants dans le pays. Et voilà, et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain.